Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du décodeur du non-verbal. Je me trouve aujourd'hui en compagnie d'un expert qui va partager avec vous d'excellents conseils en termes de négociation, de vente à l'international, mais aussi en termes bien d'adaptation comportementale. Et donc mon invité aujourd'hui c'est Jean-Pierre Cohen. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Romain, content d'être là. Content de t'avoir sur Skype aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a maintenant quelques semaines, c'était fin de l'année dernière, je crois. Oui. Et autant te dire, j'ai été fasciné, j'ai été happé par ta carrière, par ton expertise justement en négociation internationale. Tu as eu la gentillesse de me transmettre ton ouvrage qui porte bien le même nom, hein, Négociation internationale, l'entretien de vente en B2B. Et donc, après la lecture de ce livre, je me suis dit, bon, il faut absolument que je partage avec mon auditoire, avec mes lecteurs, ton expérience du domaine. Et avant que tu nous donnes des conseils pratico-pratiques peut-être et que tu partages ton expérience de la chose, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qu'est-ce qui t'a amené dans ta carrière à justement développer cette expertise? Écoute, j'ai une chance énorme parce que dans le fond, ma chance c'est que j'ai été engagé par une chouette boîte. C'est pas un mystère, c'est Clairefontaine et Papeterie Clairefontaine. Et puis voilà, j'étais jeune, dans les années 80, je parlais bien anglais, donc assez naturellement, on m'a donné les jobs à l'export. Au début, j'étais responsable du marché belge, puis du marché britannique, et puis chaque fois qu'il y avait un truc un peu plus compliqué, on a envoyé le petit belge, et puis c'était assez informel. Et donc la chance de ma vie, pour finir, ça a été de faire exactement le même métier, de vendre le même type de produit dans différentes régions du monde. Et ça m'a donné une sorte de vision transversale de l'exercice de vente en B2B. Un B2B, c'est business to business, c'est-à-dire vraiment les gens qui font un travail professionnel. Et cette transversalité m'a apporté beaucoup. Et puis surtout, je me suis rendu compte, avec les claques et les échecs que j'ai pris, qu'il me manquait quelque chose, parce que dans le fond, c'est toujours avec les échecs qu'on apprend bien, quoi, parce que là, on prend vraiment conscience. Et avec les claques que j'ai prises, voilà, je me suis dit, il me manque quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était le savoir-faire au niveau de la culture. Et puis, mon autre grande chance, c'était de rencontrer l'équipe de Hofstede, qui est maintenant plus connue dans le domaine. C'est un nom hollandais, c'est difficile à prononcer, c'est Hofstede, pour Ouais, c'est ceux qui encore ne plus savent compliqué à pas. écrire, j'ai l'impression. Mais bon, tu tapes Google, bon, tu as Ouais. 375 000 pages, hein, c'est bon, c'est maintenant le pape un peu dans le domaine. Mhm. Et c'est le gars qui, justement, il y a déjà une trentaine d'années, c'est encore une science assez jeune, a fait une étude transversale des cultures, essayé de prendre un peu l'essence pour nous aider à comprendre l'essence même d'une culture par rapport à l'autre. Alors souvent on se perd, bon, tout le monde a mille anecdotes, mais on se perd dans les rituels, on se perd dans les petits détails gastronomiques, rituels et autres. Mhm. En réalité, le cœur d'une culture, c'est que cela détermine une manière de penser. J'emploie toujours le mot anglais qui est mieux, je trouve, c'est mindset. Mhm. C'est vraiment l'état d'esprit qui se forme et une forme de logique, parce que voilà, ça va peut-être choquer les, euh, les enfants de Pascal et Descartes que vous êtes en France, mais la logique n'est pas identique partout. Chacun a sa logique et c'est important de connaître cette mécanique. Et une fois qu'on connaît cette mécanique, en fait, ça nous permet d'ouvrir beaucoup de portes et surtout, à leur bénéfice gratuit supplémentaire, ça nous permet de nous connaître nous-mêmes. Parce qu'à force de connaître, hein, de fixer, je dirais, des idées sur les autres, comment sont les Anglais, comment sont les Chinois, les Allemands, mais en fait, on se mesure toujours la distance que nous avons par rapport à eux. Et à force de dessiner, je dirais, toutes les planètes qui nous entourent, on se définit un peu soi-même également. Et c'est très enrichissant, aussi bien professionnellement que humainement, parce que je pense que voilà, ça nous permet de devenir, de rendre le monde meilleur et de devenir un peu meilleur soi-même. Mhm.
Bon, D'accord. voilà, en gros, et moi j'ai fait toute ma vie de la négociation dans différents pays. Et quand j'ai rencontré cette équipe d'Ofsted, que j'ai suivi une formation, quoi, Mhm. comme un manager, j'ai été suivre 2 jours de formation chez eux. Pour moi, ça a été un déclic fantastique et j'estime, j'avoue, que ça a modifié ma carrière parce qu'après, j'étais beaucoup plus approprié. Oui, d'ailleurs, quels sont les bénéfices, on va dire, en tant que professionnel comme ça à l'international, d'avoir, on peut le sentir, hein, mais de savoir s'adapter aux différentes cultures, en termes de résultats ou même en termes Ben, le résultat, enfin, d'abord, en tant que commercial, tes résultats sont immédiatement beaucoup plus positifs. Mhm, Donc, on peut le voir à plusieurs niveaux. Je dirais la première belle réponse que je peux te faire, et qui est authentique, c'est que dans le fond, on parle ici de rapports humains. Et pour avoir un bon rapport humain, je reste convaincu, même à mon âge, avec toutes les claques et les déceptions que j'ai prises, que la meilleure méthode, c'est d'essayer d'entrer en empathie. mhm. Et l'empathie, c'est pas du bisounours. C'est, voilà, j'ai Romain en face de moi, je le connais pas. Dans le fond, est-ce que je suis capable de me mettre à la place de Romain, de m'identifier à lui, pour deviner quels sont ses besoins? Et où ce n'est pas bisounours, c'est que, et là, l'éthique entre en jeu, c'est qu'on peut dire, bon, ben, si je ne sais pas satisfaire ses besoins, je ne le ferai pas. Mais au moins, j'aurais identifié clairement ce dont Romain a besoin. Et puis, je lui dirais, voilà, Romain, écoute, je t'apprécie, t'es bien, j'ai tout compris, mais c'est pas moi. Ça, c'est là qu'intervient l'éthique en tant que Mhm. commercial. Mais donc, le tout premier objectif pour finir du rapport humain, c'est d'entrer en empathie, de comprendre l'autre, que l'autre te comprenne. Et puis après, au niveau du business, bon là, chacun son truc. Ou bien on arrive à, je dirais, mettre à niveau les besoins de l'autre, les capacités de l'un, ou non. Ça, c'est la démarche business. Mais je trouve que c'est déjà tellement enrichissant de pouvoir atteindre ce niveau. Et j'ai appris, et certaines cultures sont beaucoup plus capables que nous de le faire. J'ai un souvenir très précis qui m'a créé un déclic important pour moi. C'était vraiment un ascenseur. C'est devant un Britannique. Les Britanniques sont particulièrement durs, mais aussi efficaces. Et donc, je dis un jour, à un moment de tension, parce que qui dit négociation dit tension quand Mhm. même. Un moment de tension, je dis aux Britanniques, écoute, mets-toi à ma place, quoi. Si tu étais à ma place, ce que tu me demandes, bah, tu dirais non, quoi. Je peux pas te dire oui, c'est non. Et il me répond, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais mets-toi à la mienne, et si tu étais à la mienne, tu me demanderais exactement ce que je suis en train de te demander. Et pour moi, ça a été un déclic parce que je me suis dit, ben oui, dans le fond, c'est une manière de voir les choses qui est assez saine, Mhm. qui ne doit pas forcément déboucher sur l'accord, Mhm. mais qui débouche sur une sorte de respect mutuel, de compréhension de l'autre. Il est dans un jeu de rôle, il m'achète, et moi je suis dans un jeu de rôle, je suis là pour lui vendre. On va le plus loin possible l'un et l'autre, on fait son métier, on n'est pas toujours maître de soi-même, on a un patron, on a des obligations ci et là. Mais le fait d'arriver au niveau humain à une sorte d'équilibre tel, ça rend les choses très, très agréables à vivre. Même les conflits. Or, où je vais dire justement, même les désaccords. Parce qu'on peut tomber d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Tout à fait. Et ça rend la vie du commercial, qui n'est pas facile, ça rend la vie du commercial plus agréable. Ouais. Pour revenir alors au body language, parce que c'est la raison, je crois, de notre conversation aujourd'hui, moi j'étais fort frappé parce que je me suis inscrit, j'ai suivi toutes les formations de Romain Décodeur et j'ai regretté de ne pas avoir eu ça plus tôt. Parce que je me suis rendu compte à quel point, bon, instinctivement, on sait des choses, euh, mais bon, pour moi, j'ai réagi instinctivement à des situations
Et j'ai révisé avec ce que tu m'as appris des situations en me disant, ah oui, donc c'est ça qui s'est passé, c'est ça que j'aurais peut-être dû voir un peu plus tôt. Tiens, oui, là j'ai été approprié, j'ai vu, et là j'ai pas vu. Donc pour moi, l'outil que tu apportes, c'est un outil assez complémentaire au métier de commercial, très complémentaire au métier de commercial. Mais qui, bon, dans les commerciaux, il y a ceux qui ont un instinct fabuleux, Mhm. qui, bon, qui savent tout, je dirais presque, oui, d'instinct, naturellement. C'est pas mon cas. Moi, je suis un laborieux. J'ai du tout travaillé, étudié. Mais bon, les doués, ils sont 1 sur 1000. Et puis, les 999 autres, comme moi, ils doivent ramer, quoi. Et donc, ils doivent travailler. Et je pense que c'est le cas de la majorité. Ouais. Je crois que tu soulèves un point qui est très important, c'est que on parle de body language ici, on parle aussi de différences culturelles. C'est vrai que mon approche, et c'est aussi de par mon expérience, on a dans le langage corporel, on va dire, deux facettes. Il y a la facette qui est liée à notre instinct de survie, en fait notre comportement est lié à notre instinct de survie, et puis aussi des gestes, des comportements que l'on a qui sont très liés à la culture dans laquelle on a grandi, qu'on a développé par mimétisme, qu'on a développé par l'ensemble des gens avec lesquels on a grandi. Et donc c'est ici où je trouvais intéressant de pouvoir discuter avec toi, c'est que lorsque l'on... Et tu parlais tout à l'heure qu'il ne faut pas rester focalisé sur tel ou tel comportement bien précis, mais plus voir une culture dans son ensemble. Et moi j'ai envie de te poser la question, admettons que je dois... voilà, j'ai mon travail qui m'amène à aller à l'étranger, je dois négocier, je dois vendre, je ne connais pas du tout la culture. Qu'est-ce qui serait la première étape, qu'est-ce qui serait la première chose à faire pour justement me mettre dans cet ensemble, d'essayer de comprendre la vision d'une culture. Toi, tu as Et, l'habitude maintenant, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude. oui, je comprends très bien. Mais je pense qu'il y a, bon, il faut avoir une sorte de vision mentale, il faut une méthode. Mhm, Bon, moi, celle que je prône, que j'aime, que j'ai utilisée 25 ans dans ma vie, c'est la méthode Hofstede. C'est une méthode assez simple. Je vous la résume, c'est pas compliqué. En gros, qu'est-ce qu'il s'est dit, Hofstede? Il s'est dit, au lieu de comparer tous les détails d'une culture, allez, oublions tous les détails apparents, je vais essayer de chercher l'essence de l'essence même de la culture et essayer de dessiner une esquisse d'une culture par rapport à une autre esquisse. Et pour ce faire, il a commencé par 4 points assez simples que je peux vous passer en vue. La toute première, c'est le rapport au pouvoir. Bon, toute culture, tout groupe humain doit s'organiser pour répartir le pouvoir. Alors comment fait-on? Bon, ben, chez nous, plutôt dans nos cultures, on dit ben, on va donner le pouvoir à une élite et en échange de quoi ils vont nous protéger, ils vont s'occuper de nous. Donc ça, c'est vraiment la culture pyramidale comme nous connaissons. On a un rapport au pouvoir élevé. Mais il y a d'autres cultures, il faut s'en rendre compte, qui ont un rapport au pouvoir encore plus élevé ou très très faible. Et donc rien que d'être capable de lister tous les pays, et ça c'est la magie d'Hofstede, c'est qu'il l'a fait, il a listé les pays et il les a même, je dirais, mis en ordre décroissant de rapport par rapport par rapport au pouvoir, mhm, ce qui fait qu'on a un chiffre. Alors le pouvoir en France, le rapport au pouvoir est de temps, le pouvoir du chinois est 3 fois moins est supérieur, l'américain est inférieur. Et donc chaque fois on a par rapport au pouvoir un chiffre. mhm, La deuxième valeur très aisée à comprendre et pourtant fondamentale, c'est l'individualisme. J'ai pas dit égoïsme, mhm, hein, parce qu'on confond dans les débats français souvent les deux. L'individualiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est responsable de lui-même, qui intègre les informations par lui-même et qui est responsable. On apprend nous-mêmes, on fait sa vie, on a sa carrière, on a sa vie amoureuse, etc. Il y a des cultures individualistes, il y a des cultures qui sont très très peu individualistes et on va même nous les appeler collectivistes. C'est pas un beau mot, mais voilà. Et donc, il est évident que voilà, nous, Français, Belges,
nous sommes individualistes, très individualistes, et puis il y a énormément de cultures qui sont collectivistes. Je fais juste une petite parenthèse, c'est important à comprendre. L'exception dans le monde, ce sont les individualistes. C'est passionnant à comprendre, je ne développerai pas, mais pour ceux que ça intéresse, si vous prenez la carte du monde individualiste, on est en gros dans le monde occidental. Ça veut dire l'Europe, les États-Unis, l'Australie, voilà, on tire l'échelle. En gros, j'ai fait le calcul pour vous, 1 milliard de personnes sont individualistes, 6 milliards sont collectivistes. Je pense que ça nous aiderait beaucoup, nous, individualistes, à bien percevoir ça et percevoir que le collectiviste, alors j'ai oublié de le définir, excusez-moi, j'ai dit que l'individualiste, c'est la personne responsable d'elle-même, donc qui intègre les informations à son niveau. Et qu'est-ce que sont les collectivistes? Ce sont les groupes qui intègrent dans le groupe les réalités. Très important, donc nous sommes dans le « je » et les collectivistes sont dans le « nous ». Et quand on prend une personne collectiviste, on doit comprendre que dans son esprit, c'est une image mentale que je vous donne, mais on doit comprendre qu'il n'est qu'un morceau de nous. Il est un morceau de son nous, de son groupe. Et nous nous voyons comme un « je ». Et quand nous disons « je », on veut dire « je plus je plus je plus je ». Le « nous » chez nous est une addition de « je ». Chez eux, le « nous » est une réalité et le « je » n'est qu'une sorte de « nous » imparfait, un petit morceau de nous. Troisième valeur, c'est la source de la motivation. Dans le fond, pourquoi? Qu'est-ce qui nous excite? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous drive dans la vie? Eh bien, là, on a employé... Enfin, Hofstede a utilisé une dénomination qui n'est pas très heureuse en français, pour ça qu'on l'emploie souvent en anglais, c'est la masculinité. Ça n'a rien à voir avec le genre. Mais qu'est-ce que ça veut dire masculinité? Ça veut dire je sais pourquoi je travaille, je sais ce que je veux, donnez-moi ça et je suis content. En gros, le succès, la réussite sont importants et c'est ce qui drive les gens. Et de l'autre côté du curseur, on a appelé ça la féminité. Ce qui compte plus, c'est l'environnement, le souci des autres. La même personne dira « oui, je sais ce que je veux, mais si je suis seul à l'avoir, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais demander à mon entourage et je vais essayer de trouver une... » Vous sentez tout de suite que, par exemple, voilà, en France, vous êtes juste au milieu du curseur. Vous n'êtes pas vraiment masculin, mais pas tout à fait féminin non plus. Donc, il y a une espèce d'équilibre très français qui est, dans certains cas, on va avoir effectivement l'envie de partager du consensus, mais dans d'autres cas pas, quand même, voilà, etc. Donc, vous voyez, il y a toutes des nuances à avoir. Et là, encore une fois, pour chaque pays, il y aura une donnée, il y aura un chiffre. Typiquement, les Scandinaves sont très féminins. Ils ne sont pas collectivistes, c'est bien difficile à comprendre, mais grâce à Hofstede, ça devient plus facile. Donc tous les Scandinaves, à partir de la Hollande, on a, vous le savez tous, pour ceux qui ont été, une ambiance particulière, une relation humaine particulière, une structure sociale très particulière. Ça, c'est le féminisme poussé à l'extrême. Eux, ils ont des scores de 14 quand nous sommes à 53 et le chinois à 80. Ce sont des valeurs sur 100, hein, c'est ça? Ce sont des valeurs qui vont de 0 à 100. Voilà. Et quatrième valeur passionnante à connaître pour nous, c'est l'incertitude, la résistance à l'incertitude. Alors, moi, ça a été vraiment un choc important de découvrir, parce que en réalité, cette capacité à faire face à l'incertitude n'est pas psychologique. Je veux dire, c'est pas une personne qui ressent ça dans son histoire, c'est culturel. Et depuis que j'ai appris ça, je l'ai observé, et tout le monde pourra l'observer avec moi.
c'est tout un groupe humain qui va ressentir une difficulté à faire face à l'incertitude et recherche à se rassurer sur demain, après-demain, comment ça va se passer. Alors que d'autres cultures sont dans, ben, on s'en fout. On fait aujourd'hui comme il faut. Demain, la situation change. On se réveille, on prendra d'autres dispositions. Et nous sommes plutôt dans, ah oui, mais si. Ouais, Si on faisait un plan B, un plan C, un plan D. Et l'autre nous répond, ben non, on va pas perdre son temps et son énergie à faire ça. Pas besoin. Donc, vous voyez tout de suite, là, encore une fois, France élevée, Belgique encore plus élevée dans l'incertitude. Et puis voilà, chinois extrêmement bas, hein, on le voit, c'est dans leur histoire. Voilà, on change, on s'adapte et on verra bien. Américain bas, britannique très bas. Vous voyez, on le sent, il y a une sorte de cohérence par rapport à ce qu'on connaît d'eux, à leur logique, etc. Allemand élevé, hein, c'est ce qui fait que la combinaison allemande est plutôt dans. Et alors chacun répond à tous ces indices d'une manière ou d'une autre. Je parlais de l'Allemagne, bon, tout le monde sait à quel point ils aiment la structure, l'organisation. Eh bien, c'est la réponse qu'ils ont trouvée. la certitude. Pour, pardon? C'est la réponse à l'incertitude. À se rassurer. À se rassurer, sinon, sinon la vie serait invivable. Donc, chacun trouve ses solutions. Et voilà, donc en gros, pour répondre à ta question, quelle est la méthode Hofstede? C'est qu'on a 4 chiffres qui donnent une esquisse d'une culture, on a les siens propres, et avec l'habitude, on arrive à comparer ces chiffres et imaginer quelles vont être les conséquences dans une relation humaine. Bon, tout ça est évidemment à prendre avec prudence. Ce sont des modèles qui nous permettent d'anticiper mentalement notre rencontre, notre manière de communiquer. Mais ce sont des modèles qui se révèlent très utiles, très... vous savez, j'aimais bien encore un collègue qui rappelait récemment, un collègue très expérimenté, qui osait dire, dans le fond, tout ce qu'on travaille, et toi c'est vrai aussi, on apporte des modèles qui sont des sortes de schémas mentaux pour nous aider à voir clair dans un grand fouillis d'informations. L'avantage du schéma, c'est que d'abord il est simple à retenir, donc mentalement, pendant qu'on travaille, pendant qu'on agit, on peut l'avoir en tête, et puis on peut le corriger, parce qu'on peut dire, tiens, la personne en face de moi ne correspond pas à mon schéma, bon, mais très bien, et là encore, on y met des nuances. Donc, toutes ces choses sont à prendre avec prudence, mais elles sont extrêmement utiles pour avancer dans les tâches qui nous sont, voilà, qui nous sont. Alors, je crois que ta question c'était et le body language là-dedans. Entre autres, j'en ai juste une qui est venue, qui m'est venue en tête. Je pense c'est important parce que tu nous as parlé justement d'analyse, de compréhension de l'autre, de savoir nous à travers ces 4 critères dans notre culture où on se trouve, mais aussi à travers ces 4 critères où se trouve notre interlocuteur. Maintenant, ma question, c'est toujours de savoir quelle est l'action que tu mets en place en fonction de ça. Est-ce que tu te dis, ok, j'ai la connaissance, donc je m'adapte à mon interlocuteur, ou est-ce que j'ai la connaissance, mais je fais en sorte que mon interlocuteur s'adapte à ma façon de fonctionner? Est-ce que tu vois la nuance? Je vois très bien la nuance. Permets-moi un mot d'humour. Ça dépend de ton âge. Quand j'avais 25 ans, toutes mes petites amies, je voulais les transformer pour qu'elles correspondent à ce que je voulais. Mon rêve, c'était... Voilà. Et je crois que quand on est jeune, son rêve, c'est de changer l'autre. Okay. À 62 ans, avec le temps, on apprend qu'il n'y a qu'une seule chose sur laquelle on a vraiment du pouvoir, c'est soi-même. Et l'autre, il faut le prendre comme il est. Et donc... Mais, ce qu'on apprend aussi... ma femme est thérapeute, coach thérapeute, et c'est elle qui me répète ça souvent. Elle me dit, tu sais, quand on est juste, on permet à l'autre d'être juste. Et quand on n'est pas dans le bon, on peut dérégler l'autre. Je pense que c'est très vrai. Je pense que quelqu'un qui est juste, posé, équilibré,
qui est approprié au moment donné, à ce qu'il a à faire, permet aux autres d'être aussi plus appropriés. Donc, pour répondre à ta question, bon, ma philosophie personnelle, c'est quand même de travailler sur moi avant d'avoir l'ambition de travailler sur les autres. Oui. Mais c'est vrai qu'on remarque que quand on travaille sur soi, les choses se mettent en place. Bon, toi qui connais bien ça, regarde le ton de voix. Ben, souvent, en changeant de ton de voix, la tension baisse, oui. Les choses prennent leur place. Et tiens, je prospecte par téléphone ces derniers jours, c'est incroyable, je prospecte comme à 20 ans. Tu sais vraiment le truc, téléphoner, bonjour, je voudrais parler à la personne qui, dans votre entreprise, etc. Oui. Et là, à poser la voix, j'ai fait des expériences, quoi. Moi, j'ai tendance naturelle à la monter. Et là, j'ai fait des expériences, je baissais le ton de voix, et il y avait plus de sérénité de l'autre côté, on était moins pressé, parce que si on est tendu, l'autre se tend. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, pour répondre à ta question, non, je crois que c'est sur soi-même qu'on travaille. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, pour rebondir sur l'appel téléphonique, dans ton livre, tu parles justement de ça. En fonction des cultures aussi, il y a des points d'entrée avec son interlocuteur qui n'est pas le même. Est-ce qu'on passe par un intermédiaire? Est-ce qu'on peut directement contacter la personne? Est-ce qu'on doit faire un travail préalable avant? Et ça, c'est toujours lié finalement aux 4 critères dont tu nous as parlé tout à l'heure. Mais je trouvais ça intéressant de rebondir par rapport à ce que tu viens de nous dire sur la prospection. Bon, en fait, là, je t'ai parlé des 4 critères culturels. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans mon bouquin? Parce que, dans le fond, mon bouquin promet d'aider les gens à négocier mieux et négocier mieux la vente dans les différentes régions du monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc assez simple. J'ai modélisé la démarche de vente. Dans le fond, la démarche de vente peut se modéliser en 6 grands points. D'abord, on prend contact avec les gens, évidemment. Ensuite, il y a toujours un moment, quelle que soit la culture, où on doit établir la confiance, parce qu'il faut quand même qu'on se voie et qu'on se dise je peux faire confiance à cette personne ou non. On peut en tout cas commencer à parler, on peut s'asseoir ensemble. C'est pas évident, hein, il y a des choses qui se jouent, là, parfois dans le silence, et beaucoup dans le body language et dans les rituels. Enfin, après, on parle du business, c'est-à-dire on cerne les besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin, monsieur le client? On lui dit, moi j'ai besoin de ci. Et l'autre dit, ah, mais je peux le faire, je peux pas le faire, est-ce que vous ne seriez pas là? Donc, cerner le besoin, c'est tout un travail. Après, on fait une offre, après, on négocie le prix. Tout le monde sait ça, c'est un moment pas facile. Et puis, on finalise ensemble. Donc, les 6 étapes, je les ai analysées dans les différentes régions du monde en fonction de leur culture. Et tu prends l'étape numéro 1, la plus facile à exprimer facilement comme ça, en interview, c'est prendre contact avec les gens. Eh bien, en réalité, quand on l'analyse, chez nous, dans nos cultures françaises et belges, en réalité, on remarque vite que c'est assez compliqué chez nous. C'est pas facile. Bien sûr, on peut passer un coup de fil, bien sûr, on peut envoyer un mail, mais tout le monde sait bien que ça a une efficacité très relative. À moins qu'on soit d'une très grande entreprise. Et si je téléphone en disant bonjour, je téléphone de la part de Bill Gates, de Microsoft, j'aimerais un rendez-vous, je vais avoir un rendez-vous facilement. Mais bon, je m'appelle Jean-Pierre et je vends des formations, donc c'est pas la même notoriété. Donc, chez nous, le téléphone, le mail n'est pas facile. Il n'y a rien de tel que le réseau. Il n'y a rien de tel que, voilà, Romain va dire « Ah, j'ai rencontré Jean-Pierre, j'étais très content de sa formation. » Et il dit ça à quelqu'un du métier, où il me dit « Tiens, tu devrais contacter une telle parce que je trouve que ce serait approprié. Tu peux lui toucher un mot, d'accord. » Et moi, je peux téléphoner à une telle en disant « Romain pense que mon intervention serait utile chez vous. »« Ah oui, Romain, je connais bien Romain, c'est quelqu'un de bien. » Il n'y a rien de tel que ça. Donc, première étape, c'est de se rendre compte que chez nous, prospecter, puisqu'il s'agit de ça, est quelque chose de pas facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des gens détestent ça. C'est extrêmement pénible. C'est pas valorisant. Oui.
Et c'est une surprise, pour moi, c'était une surprise de constater que, rien qu'avec les chiffres d'Ofsted, je peux vous lister les pays où c'est facile, où on est le bienvenu, on est respecté. Hein, voilà, de tête, Grande-Bretagne, même Allemagne, États-Unis, ce sont des cultures très égalitaires. Contrairement à chez nous, le métier de vendeur n'est pas un métier sale, l'argent n'est pas sale, c'est un métier très honorable. Donc, vous prenez contact, mais c'est tout à fait normal. Comme eux ont un rapport au pouvoir tout à fait différent, vous serez étonné d'avoir des gens très haut placés à l'appareil. Vous pourrez lui téléphoner. Peut-être qu'il ne vous accordera que 45 secondes, mais vous pourrez avoir 45 secondes à dire je pense que j'ai un produit formidable pour vous et j'aimerais pouvoir vous le présenter. Donnez-moi 20 minutes, je vous présente ça. On a sa chance. Chez nous, dans notre culture, bon, je ne vais pas essayer d'appeler le PDG d'une boîte pour lui tenir ce langage. Donc, tu faisais référence au croisement de donc, le travail que j'ai fait de l'analyse, de la négociation et des cultures. Effectivement, on peut assez facilement faire une image mentale des pays qui seront plus faciles et des pays où, je dirais, ça sera presque impossible. Puisque, là, je le révèle dans mon livre, tous les pays asiatiques, collectivistes en général, ça va être extrêmement difficile d'arriver comme ça et de se présenter, là même si on téléphone de la part de Bill Gates. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, dans ces cultures-là, faire des affaires, c'est quelque chose d'important. C'est établir d'abord une relation humaine. Et on fait des affaires qu'avec des gens qu'on connaît. C'est-à-dire avec des amis. Alors éventuellement, on peut faire des affaires avec des amis des amis. Et c'est pour ça qu'on dit que dans ces cultures, il est absolument indispensable d'avoir quelqu'un du cru qui vous introduit. Et dans toutes ces cultures, je donne comme conseil de ne pas essayer d'arriver franc battant, prendre des rendez-vous. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Je l'ai vécu, je l'ai essayé, j'en ai fait l'échec et j'ai appris ma leçon. C'est une réalité. Ce sont des pays où il faut vraiment d'abord trouver la personne qui va vous ouvrir les portes. Et c'est un vrai travail. Donc voilà, pour prendre ton exemple, oui, culturellement, on peut analyser chaque étape et sur le curseur, les placer. Il y a plus facile que nous, il y a plus difficile que nous. Mais c'est pour ça que ce savoir-faire est utile parce que autant aller d'abord faire le plus facile, évidemment, et puis si on doit s'attaquer au plus difficile, autant le savoir et connaître les recettes. Très bien. J'ai répondu à ta question? C'est parfait, c'est parfait. Et je me rends compte au final, au fur et à mesure de notre discussion, qu'on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Donc moi, ma question, ça peut être la dernière, c'est comment on peut faire pour te suivre, quelle est ton actualité pour les auditeurs qui voudraient en fait en savoir plus. Parce que moi, je sais tout ce que tu connais, et encore, je ne connais pas tout ce que tu connais. Et on a vu vraiment une très petite portion aujourd'hui. Alors, merci, c'est gentil de la question. Alors, j'ai un blog qui s'appelle choc-culturel.com, facile, donc choc-culturel.com en un mot. Venez là, donnez vos réflexions. Et je travaille, figure-toi, grâce à toi d'ailleurs, j'ai modifié un programme que j'appelle Business Profiler. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux réunir les savoir-faire qui vont aider le négociateur à percevoir la personne rapidement dans une analyse professionnelle. Et donc, mon ambition, c'est que en s'entraînant, et là j'ai prévu un programme de 3 jours, en s'entraînant, on sera capable, au bout de 20-25 minutes, de bien percevoir la personne qu'on a en face de soi. Alors, il y a un volet culturel, il y aura un volet comportemental, et puis il y aura un volet body language. Parce que j'y travaille, et on doit encore y travailler ensemble, il y aura du travail pour essayer de comprendre, bien sûr, le body language n'est pas le même dans tous les pays, mais il y a moyen de faire des corrélations assez simples avec Ofsted. Je peux te donner juste un petit exemple. Par définition, chez les collectivistes,
qui sont dans le nous, et en plus qui seraient fort sensibles au pouvoir, j'ai remarqué que toute la gestuelle est fort réduite. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'observent et se respectent les uns les autres beaucoup plus que nous. On parle bien sûr de l'Asie, mais on peut parler aussi de l'Amérique du Sud, etc. Donc ce sont, ou le Japon. Donc, pas d'autoflagellation, mais nous, individualistes, nous sommes quand même, en comparaison d'eux, très expansifs, un peu à leurs yeux des brutes d'ailleurs, parce qu'on fait facilement beaucoup de gestes, on n'est pas discret, alors que eux sont très réduits. Donc, pour reprendre l'image du langage, je pense qu'ils ont le même alphabet que nous, et je pense que tout ce que tu fais, la gestuelle, reste vrai. Sinon, on va dire, voilà, eux écrivent plus petit, et nous, on écrit en grand caractère. Donc, nous, c'est beaucoup plus voyant. Et là, il faut beaucoup plus observateur, observer les échanges de regards, parce que tout se joue là. Chez les collectivistes, ce qui est important, c'est la place que tu occupes. Et dans un groupe, chacun occupe sa place, a sa responsabilité. Et on connaît tous le grand souci qu'ils ont de la perte de face. Bon, ça l'explique, c'est bien en rapport avec le langage corporel. Perdre la face, ça veut dire je meurs de honte du regard des autres. Et donc voilà, je pense qu'il y a... Donc je termine maintenant le concept d'une formation de 3 jours qui va apporter à des négociateurs qui veulent vraiment devenir de haut niveau cette capacité à pouvoir avoir pas un jugement, une analyse rapide de la personne, parce que le temps joue énormément dans une relation humaine. Hein, on le sait tous, on n'a pas une seconde chance de faire une bonne première impression. Donc il faut s'adapter très rapidement et très rapidement faire des choix en disant bon, ben, j'ai perçu la personne en face de moi, j'ai compris grâce à mon savoir-faire sur la culture, sur son comportement et sur son langage corporel, j'ai compris à qui j'ai affaire et comment je dois m'exprimer et quel langage elle va être capable d'entendre. Et voilà, ça c'est mon objectif aujourd'hui. Je suis en train de finaliser cette formation-là, d'où le body language aura une part généreuse. Oui, c'est très intéressant. Tu me fais prendre ici une vision un peu méta de la chose et de la compréhension de l'être humain, c'est-à-dire que le non-verbal, c'est une façon justement de percevoir certains indices et de comprendre l'autre. Et tu as effectivement derrière aussi le comportement et a fortiori la culture. C'est vrai que moi, mon travail est essentiellement, on va dire, sur les comportements de survie, donc un peu universels, mais c'est vrai que j'ai très très peu travaillé sur la facette culturelle, tout simplement parce que je ne suis pas amené, comme toi tu as pu l'être au cours de ta carrière, à interagir avec d'autres cultures. Donc c'était très intéressant de pouvoir discuter de ça avec toi, Jean-Pierre. Je te remercie beaucoup. Une interview, pour ma part, je trouve de très 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 grande qualité, et je sais encore une fois que c'est qu'un faible pourcentage de tout ce que tu peux apporter sur le domaine. Donc j'invite tout le monde à aller donc sur le blog, c'est chocculturel.com, c'est ça? Chocculturel.com, oui, il y a il y a mes réflexions sur l'actualité, parfois, qui est pénible, l'actualité que vous venez de vivre en France, qui est si pénible. Mais je pense qu'il y a, je viens avec ma lorgnette culturelle et j'essaye d'apporter mon éclairage, et puis, tous les conseils, et puis les détails de mon livre. D'accord, eh bien très bien, je mettrai aussi le lien vers ton livre, et je te remercie beaucoup, Jean-Pierre. C'est moi, c'est sympa, et tu fais un bon boulot, alors continue. Puis j'espère à très bientôt. Oui, ok. Salut. À bientôt. Salut, au revoir.